Je tiens à remercier la bibliothèque régionale qui nous accueille ce soir, l'Université de la Vallée d'Aoste, la chaire Senghor et l'assessorat à l'éducation et bien évidemment le conservatoire. La rencontre de ce soir est consacrée au grand romancier du XXe siècle, Marcel Proust, et en particulier au deuxième volume de sa recherche à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Dans ce second roman, Proust continue bien évidemment à explorer le sentiment amoureux de sa naissance à son épanouissement. Il décrit donc de manière, je dirais, absolument magistrale le déclin et le trépas des sentiments du narrateur pour Gilberte et le seuil de ceux qu'il va éprouver pour Albertine, rencontrée lors de son séjour à Balbec, station balnéaire qui évoque la région de la Normandie où l'auteur a séjourné à de nombreuses reprises. Et pour parler de ce roman et de ce décor, j'ai le plaisir d'accueillir ici David Evago, spécialiste de la littérature française du 19e et du 20e siècle, auteur de l'ouvrage Proust en couleur, publié par Honoré Champion en 2012, et de nombreux articles sur Proust, Yourcenar, Mirbeau et Bûcher. Je vous présente aussi Emilio Campagnoli, auteur d'une thèse remarquable sur la Normandie vue par Proust et par Moni. Merci d'être ici. Oh, merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici à Aoste, qui est un petit peu ma deuxième ville de travail, on pourrait dire. Et surtout, nous arrivons en tant que Proustiens à la fin d'une année assez longue, parce que l'année 2022 a été marquée comme l'année du centenaire pour Marcel Proust. Donc ici, c'est un petit peu la continuation, voilà, de cette année du centenaire. Et je suis très content d'être ici. C'est un peu un défi, si vous voulez, de vous parler de la mer, de la Normandie, de Balbec à Aoste. Mais bon, puisque c'est le printemps, c'est une saison favorable aussi aux défis, donc je suis très content d'être là parmi vous. Alors, je vais d'abord vous préciser quelques préalables concernant ce volume. C'est un volume, je dirais, qui porte un titre assez étrange, un titre long, fondé sur le contraste, je dirais, entre ce qui est clair, la jeunesse, la beauté féminine évoquée tout à l'heure par Federica Locatelli, la beauté féminine s'épanouissant, je dirais, comme une fleur, et ce qui relève aussi de l'ombre, comme si le protagoniste se tenait à l'écart, notez, à distance, dans l'ombre, pour mieux regarder, pour mieux contempler les jeunes filles en fleurs. C'est un titre aussi, comme vous pouvez le voir dans la photo, dans le dessin que j'ai reproduit dans la diapo, qui est une référence claire à la peinture impressionniste. Et ce n'est pas un hasard, la Normandie est en effet le lieu qui nourrit, je dirais, à la fois l'écriture sensible de Proust, tout comme la peinture impressionniste. Bon, ce titre avait été suggéré par un ami, Marcel Plantevigne, avec lequel Proust avait été entré en relation pendant ses étés à Cabourg, en Normandie. Ils étaient tous les deux clients du Grand Hôtel de Cabourg. Cabourg est un petit peu le lieu qui deviendra Balbec, donc le lieu dans la fiction consacré la station balnéaire donc du volume. C'est un titre que Proust définissait de cette façon, c'est un peu feuilleton pour midinette. Hein. Donc notez, avec un clin d'œil que Proust accepte ce titre de la part de son ami. Proust va garder donc dans sa mémoire ce titre, il va donner ce titre à son deuxième volume du projet romanesque à la recherche du temps perdu. Et il y a un premier aspect important que je voudrais souligner avant d'arriver à vous présenter une première lecture, un premier extrait de ce livre. Ce livre arrive en retard, ou mieux, je dirais, à contre-temps, parce que ce livre a été publié en 1919, après la Première Guerre mondiale. Du côté de chez Swann, dans la partie de Swann, qui est probablement le tome de la recherche le plus lu de Marcel Proust, paraît en 1913, publié à compte d'auteur, avec beaucoup de difficultés de la part de Marcel Proust. Notamment, un certain André Gide avait refusé la publication du volume. Mais il y a la Grande Guerre,
qui va retarder tous les projets romanesques. Et il faut tenir compte de cela parce que la Grande Guerre explique aussi le retard et je dirais le déséquilibre qui fonde ce volume. Quand le livre donc paraît, en 1919, son titre, je dirais, a les couleurs d'une époque désormais passée. C'est une époque révolue. Pour certains, ce volume est une chronique de la belle époque, désormais finie. C'est un volume marqué par la nostalgie, qui est bien l'une des thématiques clés, les plus structurantes du roman. Et c'est un volume qui a obtenu le prix Goncourt, avec beaucoup de polémiques. Il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il y a un rapport bancal entre le titre et le volume à lui-même, c'est-à-dire entre le titre et le contenu. Parce que ce volume se compose de deux parties, vous les voyez là à l'écran, autour de Madame Swann, première partie, deuxième partie, nom de pays, le pays. Deux parties très différentes. Pourquoi cela ? Parce que Grasset, la maison d'édition grâce à laquelle Proust avait pu publier du côté de chez Swann, avait imposé une coupure, en effet. Proust a dû limiter le nombre des pages du côté de chez Swann, et il a dû donc couper en deux l'épisode amoureux avec Gilberte Swann, son premier amour d'enfance, et donc la deuxième partie, on peut dire, de cet amour est racontée autour de Madame Swann. Donc c'est un volume très composite, on peut dire. Et le titre, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, ne convient en fait qu'à la partie qui concerne le séjour à Balbec, c'est-à-dire la vie au Grand Hôtel du héros qui est en compagnie de sa grand-mère, la rencontre avec Madame de Villeparisis, une amie, très chère amie de sa grand-mère, la rencontre avec Saint-Loup et de Charlus, deux membres illustres de la famille Eguermonte, ce qui annonce évidemment le côté d'Eguermonte à suivre. Et dans la seconde moitié, notée de cette deuxième partie, nom de pays, le pays, il y a l'apparition de ces jeunes filles du titre, avec Albertine en particulier. Ce personnage d'Albertine, d'ailleurs, avait été inspiré par Proust par sa relation, non seulement professionnelle, non seulement amicale, mais amoureuse, avec Alfred Agostinelli, qui avait été son chauffeur à Normandie, chauffeur d'automobile, avant de devenir son secrétaire. C'était la personne à laquelle il dictait la composition, donc les parties de son volume, de son œuvre à envoyer à l'éditeur. Alors, notez, donc c'est un volume, comme je vous disais, un titre bancal, mais qui cache, comme je l'ai mis à l'écran, une architecture plutôt rigoureuse. Parce qu'il suffit de prendre et de comparer les trois parties qui composent du côté de chez Swann. Combray, première partie. Un amour de Swann, l'amour malheureux entre Odette et Swann. Nom de pays, le nom. Et je vais vous relire les deux parties de ce volume. Autour de Madame Swann, notez le jeu d'écho avec la première partie, avec le premier volume. Un amour de Swann, donc qui répond, qui continue avec autour de Madame Swann, et nom de pays, le pays, qui est évidemment une évolution de la troisième partie du premier volume, nom de pays, les noms, avec ce passage entre le nom et le pays. Donc notez, c'est un volume donc composite. La Grande Guerre a évidemment donné a provoqué, je dirais, un grossissement du volume inattendu. Le chapitre concernant Balbec est un petit peu greffé sur un ensemble composite. Et nous avons choisi, Emilio et moi, pour ce soir, de nous concentrer sur la deuxième partie, en quelque sorte, nom des pays, les pays. Parce que déjà les pistes, je dirais, les lectures sont nombreuses à partir de cette partie. Alors pour être plus clair, j'ai mis à l'écran quelques mots-clés pour vous permettre de mieux comprendre un petit peu, de mieux pénétrer, je dirais, l'univers de Proust. Mer, Normandie, on l'a déjà évoqué. Le terme d'impression, mieux de surimpression, sur lequel je voudrais dire un mot.
Et la question de l'art et de la peinture qui nous permettra de comprendre la leçon de la métaphore chez Proust. D'abord, la mer. Alors, pourquoi la mer? Parce que Marcel Proust était asthmatique, exactement comme le protagoniste de la recherche. Et donc, les séjours à la mer de Marcel Proust furent nombreux. C'est justement à la Belle Époque qui commence à se répandre, voilà, les séjours en Normandie. Et donc, la Normandie, les différentes stations balnéaires de la Normandie, avec les bains de mer, deviennent à la mode à cette époque. La mer est un élément, bon, c'est une banalité, mais il faut le rappeler, toujours changeante. Sa couleur insaisissable. Elle évoque le dynamisme. Elle évoque l'élan d'une jeunesse sportive aussi. C'est l'époque où les jeunes commencent à faire du sport. Et cela, c'est un aspect intéressant, voilà, de la peinture sociale, de la fresque sociale proposée par Proust dans ce volume. Les effets de lumière, donc la mobilité des surfaces marines, contribuent donc à la création des scènes ou des passages où l'imaginaire aussi joue un rôle fondamental. Il y a aussi des passages, je dirais, un peu amusants, cocasses. Par exemple, le héros doit abandonner sa mère à la gare Saint-Lazare, parce qu'à la gare Saint-Lazare, il y a les trains qui vont partir vers la Normandie. Et il est en compagnie de sa grand-mère dans les trains, il va boire une boisson alcoolisée, parce qu'il n'arrive pas à surmonter la douleur d'avoir abandonné sa mère. Alors, il y a des pages assez amusantes, parce que, et bien évidemment, le héros est complètement ivre. Et donc, il va décrire l'enthousiasme du paysage marin et du paysage de la Normandie, tout en étant complètement ivre. Donc, on peut s'amuser aussi, on peut rire aussi en lisant Proust, et en particulier dans ce volume, il y a des scènes assez cocasses. Il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais me concentrer avant d'arriver à quelques points intéressants. Les impressions normandes, on peut dire, dominent. Et tout à l'heure, Émile va nous parler aussi de la question de la peinture pour Monet et pour Proust. Et chez Proust, les descriptions, en particulier les descriptions marines, sont travaillées, composites, à partir de ses lectures et de son amour de la peinture. Donc il y a d'un côté la littérature, de l'autre côté les tableaux qui nourrissent ces descriptions. Et Proust construit souvent son œuvre, son texte, en se fondant sur la surimpression. Alors, surimpression, notez, c'est dérivé de impression, c'est l'idée de impressionner mieux deux surfaces, deux images qui se superposent, en effet, l'une sur l'autre. Donc, c'est l'impression de deux ou plusieurs images sur la même surface sensible. Et la description proustienne, on le verra tout de suite avec un passage, fonctionne exactement de la même manière. Des allusions littéraires, en effet, des références picturales composent sa vision de la mer. C'est marine. On utilise bien le terme marine aussi pour parler des descriptions picturales de Proust. Et par exemple, on lira tout à l'heure l'épisode concernant la peinture d'Elstir, le peintre fictif, parce que le narrateur rencontre Elstir à Balbec. Tout cela est inspiré par Proust, par Turner, repris par Ruskin que Proust avait traduit dans sa jeunesse, et il y a aussi des descriptions de Chateaubriand, par exemple, qui reviennent, où il y a des références à Baudelaire. Et je ne peux pas citer Baudelaire parce que c'est aussi un hommage à Frédéric Ardocatelli, qui est une grande spécialiste de Baudelaire, qui est à mon côté. Et Rimbaud, probablement. Donc la poésie aussi symboliste de laquelle Proust s'est nourri, font bien partie de son bagage culturel. Je laisse pour l'instant à côté le terme impression, parce que je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure, et pour vous dire quelques mots sur la leçon d'esthétique, c'est-à-dire la leçon de la métaphore. Alors, on l'a dit, pendant son séjour à Balbec, le héros a l'occasion de visiter l'atelier d'un peintre. C'est le peintre Elstir. Alors, le peintre Elstir avait déjà fait son apparition, en effet, dans Un amour des Swann. Il était un peintre assez inconnu qui fréquentait les clans de Verdurin. Ici, c'est un peintre déjà de renommée, déjà important. Et la rencontre du héros avec Elstir marque une étape importante, je dirais, vers la vocation sa vocation artistique. Et c'est grâce
en particulier à un tableau fictif, le port de Carquethuit, qu'on va écouter tout à l'heure, que le héros comprend l'importance et la nécessité de la métaphore comme entreprise artistique digne de ce nom. Et notez que Proust joue un petit peu sur deux domaines assez différents, la peinture et la littérature. Il semble faire et opérer délibérément une confusion, parce qu'il utilise le terme métaphore pour parler de peinture. Mais on verra tout de suite après, il parle de comparaison, peu importe. Ce qui lui intéresse, c'est d'établir des analogies. C'est bien les termes d'analogie qu'il veut évoquer. Alors, donc pour Proust, le terme métaphore est à entendre dans un sens assez large, je dirais. Toute forme d'analogie, Proust dira dans les temps retrouvés, alliance de mots, comme synonyme d'analogie. Tout cela relève de la métaphore chez Proust. Donc ce n'est pas un sens rhétorique ou linguistique qu'il propose. Et dans cette description du port de Carquethuit, permet à Proust, je dirais, un premier approfondissement de la métaphore, mais le chemin sera encore long, je dirais, parce qu'il faudra arriver au temps retrouvé, donc le dernier volume de toute la recherche, quelques milliers de pages plus loin, pour que les héros, devenus un adulte, totalement déçus par l'amour, la société, la vie mondaine, les relations sociales, et aussi pour le fait qu'il n'a pas pu, profiter de ses talents littéraires, en quelque sorte, ces talents littéraires sont encore inexprimés, pour que l'héros puisse avoir enfin la révélation de l'œuvre à faire. Le propre du grand artiste, c'est la vocation du temps retrouvé, est d'être singulier, imprévisible, et la modernité, en quelque sorte, réside dans le fait qu'il faut faire de l'art avec des sujets modestes, des sujets frivoles, exactement comme les jeunes filles de Balbec, qui sont des jeunes filles assez vulgaires, en réalité. L'esthétique, donc, du temps retrouvé prouvera au héros qu'en perdant son temps, perdant sa jeunesse, parce qu'il est en train de perdre sa jeunesse, en quelque sorte, en perdant ses journées à fréquenter ces jeunes filles assez vulgaires, dont il espère éprouver ou trouver l'amour, il prépare, sans le savoir, son œuvre à venir. Et j'insiste bien sur le fait que c'est sans le savoir. Sans le savoir. Le savoir, c'est-à-dire l'œuvre de l'intelligence, arrive après. Après l'impression. Je vais vous citer une citation que j'utilise toujours pour mes étudiants à Brescia en Milan. C'est une remarque de Stefano Brugnolo. In Proust vale una regola tassativa. Si trova solo ciò che non si cerca. C'est une règle. In Proust si trova solo ciò che non si cerca. C'était d'abord la leçon de Francesco Orlando, qui a travaillé là-dessus. On va maintenant lire un extrait, alors, un premier passage, et je voudrais remercier d'abord Lorenzo Delfino et Lorenzo Parasileno, étudiants de la première année de langues étrangères appliquées, ici à l'Université de la Vallée d'Aoste. Donc bravo, parce que lire Proust en première année, c'est pas facile. Donc bravo. En plus, le passage qu'on a choisi, c'est un passage assez long et assez complexe. Donc on va l'écouter maintenant, et après je vais répondre et vous proposer quelques pistes d'analyse. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'était de cela qu'était faite l'heure d'Elstir. Une de ces métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait produites en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison, tacitement et inlassablement répétée dans une même étoile, qui introduisait cette multiforme et puissante unité, cause, parfois non clairement perçue par eux, de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple une métaphore de ce genre dans un tableau représentant le port de Carquethuit, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longtemps, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que les termes marins et que les termes urbains pour la mer. Soit que la maison cachasse une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer, même sans forcer un golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec. De l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils le étaient près des cheminées ou par les clochers, par des mâts.
lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux qu'ils appartenaient à quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeuraient le long de la jetée, mais un rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi ces flotilles de pêche avaient moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Crickbeck, qui, au loin, entouraient d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudrement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, souffler un albâtre ou un écume, mais enfermés dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue, entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques comme s'il était de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève, et la perspective d'acheter un cœur davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des fins qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air, pas qu'elles étaient entourées et à cause de la dépression qui, après la baie s'écoulait des roches, abaissait la plage, et du côté les plus rapprochés des terres, au niveau de la mer, d'être dans une grotte marine sous-plombée de barques et des vagues, ouverte et protégée au milieu des fleuves écartés miraculeusement. Si tous les tableaux donnaient cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine, la pollution amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait, aux efforts des matelots et à l'ubiquité des barcuchènes inglégus devant la quinte verticale de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qui trottaient rudement sur l'eau comme sur un animal fugeux et rapide dans les soubresauts, ça leur adresse les sujets à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement une barque secouée comme une carriole, un matelot joyeux, mais attentif aussi à gouverner, comme avec des guides. Menait la voie fugueuse, chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser, et on courait ainsi par les champs ensoleillés dans les sites ombreux, des gringolas à les pentes. C'était une belle matinée malgré l'orage qu'il avait fait. Et même, on sentait encore les puissantes actions qui avaient neutralisé les bel équilibres des barques immobiles, jouissant du soleil et de la fraîcheur. Et les parties où la mer était si calme que le reflet avait presque plus de solidité et de réalité que les cœurs vaporisés par un effet de soleil, et que la perspective faisait s'enjamber les uns les autres. Ou plutôt, on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer. Car, entre ces parties, il y avait autant de différences qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux, et les bateaux derrière la ville. L'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui était, ici noir dans un effet d'orage, plus lent d'une couleur avec les ciels aussi vernis que lui, et là si blanc du soleil, des brumes et d'écume, si compacts, si terriens, si circonvenus des maisons, qu'on passait quelque chose de pierre, ou un champ de neige, sur lesquels on était effrayé de voir un navire s'élevant pente raide et à sec, comme une voiture qui s'ébranle en sortant d'un guet, mais qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau solide des bateaux de tout bas, on comprenait, identique à tous ces aspects divers, et trinqueur, la mer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, voir s'oppose au savoir chez Proust. Et là, maintenant, je vais reprendre un petit peu quelques parties pour mieux les préciser. Les impressions contiennent des vérités, en quelque sorte, souvent cachées. Souvent, ces impressions sont compréhensibles si on laisse de côté l'intellect, la raison, l'esprit, la rationalité. L'artiste doit donc envisager la vérité sacrée de l'impression. Cela avait été dit déjà par Turner, par Ruskin. Proust reprend en quelque sorte cette tradition critique. Elstir fait exactement la même chose. Turner, par exemple, disait, à propos, c'est John Ruskin qui le relate, « Mon affaire est de dessiner ce que je vois, non ce que je sais. » Donc la confusion perceptive est au cœur de l'entreprise du peintre. Et il y a chez Proust une relation assez étroite, assez forte, entre l'impression première et l'activité créatrice en tant que traduction. Proust, qui avait été traducteur de l'anglais, il connaissait Ruskin, il ne connaissait pas l'anglais, mais il a traduit 2 ouvrages de Ruskin, c'est déjà étonnant.
Il dit « Les devoirs et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur ». Mais notez, c'était encore une fois une définition assez élargie de traduction. Alors, voici quelques tableaux à l'écran de Turner, par exemple, que j'ai cité, qui ont pu inspirer le port de Carquethuit qui a été lu tout à l'heure. Ce sont des tableaux que Proust connaissait grâce en particulier à la critique d'art de John Ruskin. Et là, vous avez l'arc-en-ciel, par exemple, dans ce tableau, qui est bien visible. Ici, vous avez une autre marine, par exemple, avec cette idée de indécision, confusion perceptive entre le port, la ville, donc, et les bateaux. Le fondament de la structure de la métaphore sur laquelle Proust insiste, c'est cette confusion perceptive entre les éléments de la mer et les éléments de la terre. Ou encore, d'autres tableaux de Turner, où la lumière, en quelque sorte, les poudroiements, on a entendu le terme poudroiement tout à l'heure, semble en quelque sorte au cœur de la représentation du peintre Elstir. Là, c'est notez, c'est un train, voilà, c'est un pont qui est un peu perdu dans la lumière, qui semble décomposer la réalité. Et ici, c'est une autre marine, toujours de Turner. Voilà, des pistes, des suggestions visuelles pour envisager en quelque sorte la peinture d'Elstir. On pourrait dire qu'au cœur de ces passages, il y a une réflexion sur la métaphore et sur la comparaison aussi. Parce que vous l'avez entendu, Proust se sert plusieurs fois de termes dans métalangage assez littéraire. Métaphore, comparaison, mais il y a aussi des expressions d'élocution comme avoir l'air de, impression. On parle d'une population amphibie, notée comme l'animal, comme la bête qui vit entre la mer et la terre. Et on pourrait dire qu'au cœur de ces passages, on est bien dans l'un des noyaux, on peut dire, de l'esthétique de la recherche, l'esthétique des métamorphoses. C'est ce que Marcel Proust appelle ailleurs, dans un tome intitulé La prisonnière, le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné. Alors, il met noté sur le même plan deux auteurs totalement éloignés, très différents. Madame de Sévigné, auteur donc du grand siècle, écrivaine, ses lettres en particulier, et le romancier russe Dostoïevski. Quelle est la relation entre les deux? Là, je l'ai mis à l'écran. Exactement comme Elstir, il préfère mettre en avant, dans l'ordre de nos perceptions, l'effet sur la cause. C'est l'effet, l'impression, et non la cause qui est mise en avant. Et c'est cette esthétique de métamorphose qui est au cœur de la réflexion sur la métaphore chez Proust. Notez aussi, comme je vous disais, ce jeu de surimpression. Je vous ai montré des tableaux de Turner qui ont pu inspirer cette page proustienne. Mais attention, le port de Carquethuit est un tableau fictif. C'est un tableau composé de mots en noir et blanc. Et notez, Proust s'inspire des peintures, des tableaux des peintres réels pour un peintre fictif, pour nous donner un aperçu, voilà, à partir de son texte, et de la texture, je dirais, de son texte, qui est très très riche et très complexe, à tel point que nous avons l'impression de voir ou d'imaginer ce tableau qui est, selon les mots de Proust, au fondement de sa théorie de la métaphore. Ici, c'est une citation de Francesco Orlando, je l'ai déjà cité tout à l'heure, qui en quelque sorte complète ce que je vous disais tout à l'heure. La metamorfosi in Proust non è una forma oggettiva, quella di un cambiamento reale e imprevedibile delle persone, ma è una forma, si presenta sotto la forma soggettiva di un processo, c'est un processus di cui la conoscenza è ritardata, sfasata, rettificata, exactement comme les éléments appartenant à la mer ou les éléments appartenant à la terre de ce tableau. C'est l'intelligence qui rétablit après coup
ce qui appartient à la mer, ce qui appartient à la terre. Et notez le titre de cet essai remarquable de Francesco Orlando, Sapere contro vedere. Ici, on est bien au cœur de l'esthétique proustienne. Quels sont les éléments qui nous permettent d'imaginer ce tableau? Un tableau, je dirais, haut en couleur, à partir de la page qu'on vient de lire. Là, je vais vous présenter très rapidement, parce que ce n'est pas un cours universitaire, mais c'est juste une conversation et une invitation à la lecture. Il y a des éléments stylistiques qui ont été étudiés, en particulier par Leo Spitzer, qui nous permettent de mieux comprendre la complexité de la phrase proustienne. Dans le rythme, vous avez entendu, voilà la lecture, notre étudiant Lorenzo était au bout de souffle, on pourrait dire. Pourquoi cela? Parce que l'exercice de la lecture proustienne est un exercice physique qui concerne le corps, et la voix est un élément corporel de cette lecture. C'est un élément important. Marcel Plantevigne, l'ami qui a suggéré le titre, a été très sensible à la lecture que Marcel Proust faisait de ces pages. Il a écrit des pages remarquables sur la voix de Marcel Proust, qui lisait son œuvre. Le livre de Proust, lu par son auteur, est totalement compréhensible. C'est un aspect intéressant. Mais il y a des éléments, comme je vous disais, stylistiques qui sont à la base de cela, parce que Proust semble enfouir, comme je l'ai mis ici, ce qu'il y a de plus profond de sa propre sagesse dans des tels recoins, dans les parties cachées de la phrase, entre parenthèses, par exemple. Il invite donc le lecteur, et cette soirée est une invitation à la lecture, à déterrer la vérité, à devenir chercheur lui-même, à investiguer en quelque sorte, à enquêter le texte. Et voici un exemple. Alors c'est juste le début de la lecture. Je voulais juste le reprendre. Mais les rares moments où on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement. Notez, poétiquement, c'est entre virgules. On aurait tendance à l'oublier. On aurait tendance à le sauter pendant notre lecture. Eh bien là, c'est le cœur du processus envisagé par Proust. C'était de cela qu'était faite l'œuvre d'Elstir. Une des métaphores les plus fréquentes dans les marines était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison, notez, comparaison, tacitement et inlassablement répétée dans une même toile, qui y introduisait cette multiforme et puissante unité, cause parfois non clairement aperçue par eux de l'enthousiasme qui citait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. J'ai souligné quelques éléments notés que je voudrais juste reprendre rapidement. Ce sont les éléments typiques du style proustien, les duplications, les disjonctions, les distinctions. Voilà, ce sont des procédés qui allongent la phrase. Les longues phrases proustiennes, les voilà. Et notez, ce sont des accumulations qui ne résultent pas d'un tâtonnement de l'esprit. Elles sont l'expression nécessaire de la réalité complexe que Proust veut fixer. Et j'aime bien répéter à mes étudiants, et je l'ai fait aussi ce soir avec vous, parce qu'il y a pas mal d'étudiants parmi vous, la complexité du monde se reflète dans la complexité de la phrase proustienne. Les deux choses vont ensemble. Ces phrases complexes que le lecteur doit démêler, construire, notez comme un auteur grec ou romain, il y a derrière ces phrases longues proustiennes la phrase latine, probablement, le modèle de la phrase latine, reflète l'univers complexe que Proust contemple. Rien n'est simple dans la réalité. Rien n'est simple chez Proust. Avant de passer la parole à Emilio Campagnoli, on va faire une pause, et c'est une pause musicale. Et donc, Eduardo Miare va nous jouer des morceaux de la période baroque. Le premier de Girolamo Frescobaldi, aria detta la Frescobalda. C'est une aria avec variation.
deuxième morceau, Prélude et fugue en do mineur de Johann Sebastian Bach pour orgue. Et notez, ce sont deux transcriptions pour accordéon à partir de deux morceaux qui avaient été écrits justement pour l'un pour clavecin et l'autre pour l'orgue. L'accordéon étant un instrument très moderne, évidemment, il s'agit d'une retranscription musicale. On va l'applaudir à la fin de deux morceaux. Merci.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, à mon tour, je veux remercier Madame Locatelli pour m'avoir donné la possibilité d'être là aujourd'hui et de pouvoir participer à cette belle conférence consacrée à la littérature française et à Proust en particulier. Je veux remercier également mon directeur de thèse, Monsieur Vague, qui m'a permis d'être à ses côtés ce soir pour vous parler, comme vous l'avez déjà compris, de Je ne suis en fleurs. Donc, on va commencer tout de suite par la lecture d'un extrait consacré à la plage. Donc, s'il vous plaît. Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps. Alors, je se serais trouvé dans Malbec, le pays des Cimmériens, et de belles journées étaient une chose qui n'aurait pas dû exister là. Une intrusion du vulgaire était de baigneurs dans cette antique région, voilée par les brumes. Mais maintenant, tout ce que j'avais dédaigné, écarté de ma vue, non seulement les effets du soleil, mais même les régates, les courses de chevaux, je le recherchais avec passion pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mers tempétueuses, qui étaient qu'elles se rattachaient, les unes contre les autres, à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis, nous étions quelquefois à les voir estir. Et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qui avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après le joli Yotswimen, ou bien une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir car je n'avais pas voulu la réunion qui avait été donnée. Vous avez eu tort, me dit-il, c'est si joli et si curieux aussi. D'abord, cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés, et qui devant le paddock est la morne, grisâtre dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qui ressuscite, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements professionnels, de montrer la tâche brillante qu'il fait, et que fait aussi la robe des chevaux, sur le champ de course. Quelle transformation de toutes choses dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombres, de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies. La première union surtout était ravissante. Il y avait des femmes d'une extrême élégance dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil même le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu de femmes arriver en voiture ou leur jumelles aux yeux, dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah, que je remets rentre. Je suis revenu de ces courses fou, avec un tel désir de travailler. Puis, il s'agissait plus encore sur les réunions du yachting que sur les courses de chevaux. Et j'ai compris que des régates, que des meetings sportifs ou des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pourrait être pour un artiste moderne motif aussi intéressant que le fait qu'ils aimaient tant d'écrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. Votre comparaison est d'autant plus exacte, me dit Elstir, qu'à cause de la ville où c'est peigné, ces fêtes étaient pour une part nautiques. Merci beaucoup. Bien, alors, pour vous présenter cet extrait qui décrit la plage normande, je choisis de commencer par un tableau. J'ai choisi un tableau de Boudin, Eugène Boudin, qui est l'un des maîtres de Claude Monet. Et donc, nous l'avons déjà compris, en fait, la période à cheval entre la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, est aussi la période où on voit la naissance d'une nouvelle tendance, à savoir le tourisme balnéaire. Voilà, donc les Français, et pas seulement le Français, une certaine société, disons, aisée, commence à découvrir la mer, ses plages, pour deux questions surtout, donc pour des questions de santé, on l'a déjà dit aussi pour Proust lui-même, mais aussi vraiment pour le plaisir de se rendre à la plage. Boudin, en fait, il est connu, il est un peintre donc normand de la ville de Honfleur, il est connu comme le roi de ciel et aussi le peintre de plage. Il avait commencé à représenter cette nouvelle tendance de la société qui allait à la plage. Mais ici, vous le voyez bien, j'ai choisi en fait une représentation un peu différente. J'ai choisi une représentation de la plage, de la côte normande par le mauvais temps, en tempête. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce tableau ? Parce qu'on l'a entendu, au début en fait, de l'extrait, on parle, comme on peut le voir ici, de cette envie, de ce désir que le héros narrateur avait depuis son enfance, de découvrir Balbec, donc la Normandie, on peut dire la Normandie proustienne, voilà, par le mauvais temps. On le comprend déjà à partir du premier volume, du côté de chez Swann, parce qu'en fait, il le dit clairement, voilà, qu'il voulait découvrir la mer tempétueuse de la Normandie.
Bien, et ici, j'aime bien en fait cette description parce que nous retrouvons aussi une expression que moi j'aime beaucoup, à savoir le pays des Cimmériens. Voilà, donc alors je cherchais à retrouver dans Balbec le pays des Cimmériens. Alors nous avons tout de suite en fait une allusion à la mythologie, une allusion qui est plutôt directe. On pense tout de suite à l'Odyssée et aux enfers, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de sombre, de ténébreux. Et j'aime bien aussi cette allusion parce qu'on la retrouve aussi dans un auteur que vous connaissez sans doute, un auteur italien, que moi j'apprécie beaucoup, à savoir Bufalino, Gesualdo Bufalino. Lui, en fait, il était passionné de littérature française et surtout de Proust. Et donc, pour décrire certains aspects de sa Sicile, il reprend la Normandie proustienne. Et donc, on retrouve Paese Cimmerio, par exemple. Voilà, il y a aussi d'autres allusions à Proust, voilà, mais j'avais bien aimé le fait de retrouver cette citation du pays des Cimmériens. Vous le voyez bien à la fin, cette antique région voilée par les brumes. Alors ça, bien sûr, c'est l'imagination du héros narrateur, c'est le désir de voir Balbec. Mais un peu avant la fin, nous comprenons qu'en fait, la réalité est différente. Une intrusion du vulgaire été des baigneurs. Donc, nous avons tout de suite l'introduction d'un sentiment qu'on retrouve très souvent, je pense assez régulièrement, dans tout le roman proustien, à savoir la déception, la désillusion. On le retrouve déjà ici, donc dans le deuxième volume, mais un peu partout, on peut le retrouver. Je dirais presque qu'il s'agit d'une constante, d'une thématique transversale. Et moi, j'aime bien aussi penser à cela dans une autre optique. Si on considère par exemple la recherche comme en tant que roman de formation, donc Bildungsroman, on peut parler en fait du deuxième volume comme de l'adolescence, bien sûr. Et je pense que l'adolescence, c'est surtout une période où les personnes commencent à découvrir la réalité. Donc l'enfance, c'est surtout le moment de la création d'un imaginaire, d'une idéalisation, des rêves que l'on retrouvait surtout dans le premier volume. Et là, il commence à voir qu'il y a déjà en fait un écart, qu'il y a un grand écart entre ses rêves, ses songes et après la réalité. Et donc voilà, il découvre par exemple que la plage normande n'est pas tout le temps en tempête, mais que, voilà, ça c'était le pays des Cimmériens, mais qu'on peut avoir aussi, et le plus souvent en fait, pendant l'été, des côtes normandes ensoleillées, plein de monde. Alors ici par exemple, je vous présente une chronique de l'époque qui parle des courses des chevaux. Dans la ville de Cabourg. Nous l'avons déjà dit, Cabourg peut être le modèle le plus important pour la création de la ville fictive de Balbec. Et j'ai choisi en fait cette chronique parce que bien sûr, vous l'avez compris, dans l'extrait que j'ai choisi, on parle surtout des courses des chevaux. Et j'aime bien un mot au milieu en fait de cette chronique que je n'ai pas souligné malheureusement, c'est sportsman en anglais. Alors ça aussi, c'est une autre tendance qu'on retrouve assez souvent dans la recherche, la présence des anglicismes. C'était quelque chose qui était à la mode en fait en France à l'époque, ça faisait chic, ça faisait élégant, c'était pétillant en fait de sortir de temps en temps des mots anglais. On peut dire que on trouvait la même chose de l'autre côté de la Manche. Les Anglais sortaient de temps en temps des mots français. Et dans l'extrait que moi j'ai choisi, on retrouve plusieurs anglicismes. Donc parfois, ce sont des mots qui sont liés, disons, à la course de chevaux. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de technique, comme par exemple le jockey, le paddock. Le paddock, notamment, c'est une partie de la piste qui est consacrée, disons, à un moment d'attente pour les jockeys et les chevaux. Et normalement, c'est à côté du pesage. J'ai fait des recherches, voilà, parce que sinon, moi, je m'y connais pas du tout. Et donc, on retrouve tout cela, on retrouve surtout dans l'extrait, par exemple, d'autres mots anglais comme yachtingswomen, yachting, meeting, et voilà. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui m'avait frappé, qu'on retrouve dans la chronique de l'époque. Et nous savons que Proust était vraiment un friand, en fait, de tout genre de lecture et même des journaux, bien sûr.
Donc, pour arriver aux courses, alors ici, j'ai choisi un autre tableau, un tableau de Manet. Ici, on n'est pas en Normandie, Longchamp, c'est à côté de Paris. Mais c'est un hippodrome. J'aimais bien aussi la représentation, surtout du public. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt une nuée. Donc, comme on l'avait vu avant pour Turner, en fait, les contours ne sont pas très définis, c'est pas trop clair. Et il y a surtout deux couleurs fondamentales qu'on retrouve ici, des touches noires et blanches. Et même pour les chevaux, même si c'est un peu plus défini, on pourrait dire la même chose. En fait, il n'y a pas vraiment des traits qui sont très bien définis. Et ça, c'est typique, bien sûr, de l'impressionnisme. Et on retrouve tout cela aussi dans la description de Proust dans cet extrait. Et c'est pour ça que très souvent, on peut parler vraiment d'une véritable ekphrasis, donc une reproduction littéraire d'un tableau, d'une toile. Ici, par exemple, donc d'abord, cet être particulier, le jockey, ne faisant qu'un avec le cheval. Donc voilà, ici peut-être il y a, on retrouve aussi cette tentative de perdre un peu les contours, d'avoir une représentation qui est moins définie. Et dans la deuxième partie que j'ai présentée ici, on peut voir des caractéristiques typiquement impressionnistes, bien sûr. Donc l'attention à cette transformation, à ce changement constant, la lumière, bien sûr les ombres et les reflets. Et donc il pense bien, ça, ici c'est Elstir qui parle, bien sûr. Et donc Elstir, il comprend tout de suite que la course des chevaux pouvait être vraiment quelque chose d'intéressant comme sujet impressionniste. Ça aussi, c'est typique de l'impressionnisme parce qu'on le sait très bien, les impressionnistes ont eu beaucoup de problèmes au début. Ils ont été repoussés, rejetés au salon parce qu'en fait, ce n'était pas des représentations classiques et aussi à cause pour leur technique, donc les touches et tout ça, c'était pas accepté. Ils disaient qu'en fait, c'était pas quelque chose d'intéressant parce que c'était trop simple, c'était trop rapide, mais aussi pour les sujets, parce qu'en fait, les impressionnistes ont eu l'audace de représenter, de choisir des sujets, on pourrait dire, qui sont considérés un peu comme quelque chose de banal ou alors de quotidien. Voilà déjà le choix de représenter la plage ou alors des courses de chevaux. Même si on verra que c'est pas vraiment la première fois que des peintres aient fait un choix pareil, mais voilà, c'est quand même une rupture par rapport à la peinture classique. Et voilà, donc ici justement, je vais vous parler de la peinture classique. On veut quand même souligner le fait que même si l'impressionnisme est une rupture, on doit quand même rechercher une sorte d'approbation chez les grands maîtres, toujours. Et ici, c'est des maîtres italiens, donc c'est Véronèse et le Carpaccio, bien sûr. Pourquoi ? Parce que eux aussi, ils avaient travaillé sur des sujets qu'on pourrait définir d'amphibie, comme on le disait avant, donc des lieux qui sont des points de rencontre entre la mer et la terre, notamment Venise. Alors, je pense que cette thématique est un peu un point de rencontre important entre Proust, ses peintres, les impressionnistes, Claude Monet qui était considéré comme le peintre de l'eau. Claude Monet aussi avait été fasciné par Venise, et Proust consacre des parties très importantes du roman à Venise, et bien sûr Monet travaille aussi en Normandie pour la question de l'eau, et il choisit aussi de travailler aux Pays-Bas, toujours pour cette présence de l'eau si riche et si importante. Voilà, donc maintenant nous pouvons passer au deuxième extrait. Merci. Nous descendîmes sur Audiménil. Tout d'un coup, j'ai fut rempli de ces bonheurs profonds que je n'avais pas souvent ressentis depuis Cambrai. Un bonheur analogue à celui qui m'avait été donné, entre autres les clochers de Martinville. Mais cette fois, il reste incomplet. Je venais d'apercevoir, en retrait de la route, en dedans que nous suivions, 3 arbres qui devaient servir d'entraîne à la cuverte et formaient un dessin que je ne voyais pas pour la première fois. Je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu dont ils étaient comme détachés, mais je sentais qu'ils m'avaient été familiers autrefois, de sorte que mon esprit entrebouchait, entre canets lointaines et les moments présents, les environs de Balbec vacillèrent, et je me demandais si toutes ces promenades n'étaient pas une fiction,
Balbec, un endroit où j'étais jamais allé que par l'imagination, m'a dans la vie parisienne un personnage de roman, et les trois vieux arbres, la réalité qu'on retrouve en levant les yeux du dessus le livre qu'on est en train de lire, et qui me décrivait un milieu dans lequel on avait fini par s'y croire, effectivement transporté. Je regardais les trois arbres, je les voyais bien, mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise, comme sur ce objet placé trop loin de nos doigts, à l'onge-bout de notre bras tendu, effleure seulement par un style enveloppe, sans arriver à rien saisir. Cependant, tous trois, au fur et à mesure que la voiture avançait, je les voyais s'approcher. Où les avais-je déjà regardés? Il n'y avait aucun lieu autour des Cambrais où on allait s'ouvrir ainsi. Le site qui me rappelait, il n'y avait pas de place pour eux davantage dans la campagne allemande où j'étais allé une année avec ma grand-mère prendre les eaux. Fallait-il croire qu'ils venaient déjà sur l'antenne de ma vie que le paysage qui les entourait avait été entièrement aboli de ma mémoire, et que, comme ces pages qu'on est tout d'un coup ému de retrouver dans un ouvrage qu'on s'imaginait n'avoir jamais lu, ils surnageaient seuls du livre oublié de ma première enfance. N'appartenait-il au contraire qu'à ces paysages de rêve, toujours les mêmes, du moins pour moi, ce qui leur aspect étrange n'était que le jeu d'évasion d'un mon sommeil, de l'effort que je faisais pendant la veille, soit pour atteindre les mystères des allures de l'apparence d'où que je les présentais, comme cela m'était arrivé si souvent du côté des Guermantes, soit pour essayer de les introduire des allures que j'avais désiré connaître, et qui du jour où je l'avais connu m'avaient paru tout superficielles comme Balbec. N'était-il qu'une image toute nouvelle détachée d'un rêve de la nuit précédente, mais déjà si effacée qu'elle me semblait venir de beaucoup plus loin? Ou bien, ne les avais-je jamais vus, et cachés derrière eux, comme tel arbre, tel touffe d'herbe que j'avais vu du côté des Guermantes, un sens aussi obscur, aussi difficile à saisir qu'un passé longtemps, de sorte que, sollicité par eux d'approfondir en pensée, je croyais avoir à reconnaître un souvenir. Ou encore, ne cachait-il même pas de pensées? Était-ce une fatigue de ma vision qui me les faisait voir double dans le temps, comme on voit quelquefois double dans l'espace? Je le savais. Cependant, elle venait vers moi. Peut-être apparition mythique, ronde des sorcières ou des Nord qui me proposaient ces oracles. Merci. Bien, alors ici, on change un peu de décor, on est toujours en Normandie, bien sûr, mais vous l'aurez compris, en fait, on ne parle plus en fait, de plage, de mer, mais on se déplace un peu dans, disons, l'arrière-pays, si on veut le dire comme ça, mais c'est la présentation en fait du paysage végétal. Donc trois arbres en particulier. Donc ici, je choisis encore une fois de commencer par un tableau d'un peintre hollandais. Alors, on parlait justement avant des Pays-Bas, et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez pu saisir dans le premier extrait, donc pas celui-ci, pour définir la lumière, Proust avait utilisé un adjectif hollandaise. Voilà, la lumière hollandaise. Proust, on le sait très bien, il était vraiment fasciné par la peinture hollandaise, et par exemple aussi un tableau hollandais de Vermeer joue un rôle fondamental, donc vu de Delft, à savoir il est présent dans l'extrait consacré à la mort de Bergotte, donc l'écrivain fictif de la recherche. Alors, dans la première partie de cet extrait, nous comprenons tout de suite qu'il s'agit d'un moment important. Tout d'un coup, je fus rempli de ce bonheur profond. Alors ici, on a affaire avec l'un des moments typiquement proustiens. Voilà, et je pense que tout le monde connaît, par exemple, la Madeleine de Proust. Donc c'est on pourrait le qualifier déjà, même si celui-ci n'est pas vraiment l'un de ces moments qui est vraiment complet. Lui-même le dit, c'est un moment qui demeure incomplet, mais c'est un peu la même sensation, le même sentiment. Donc, comme la Madeleine de Proust, et ici on a aussi la référence que je n'avais pas souvent ressentie depuis Cambrai, ou alors les clochers de Martinville, un autre moment topique de la recherche. On disait moment épiphanique, ou aussi de la mémoire involontaire. Alors, ici, bien sûr, j'ai voulu présenter une référence voilà, à la Madeleine, mais la chose qui m'intéresse vraiment de ces trois passages, c'est que dans ces trois passages, on retrouve toujours un lien avec des lieux. Alors, par exemple, dans la petite Madeleine, c'est Cambrai qui sort de sa tasse de thé.
Et dans l'extrait des arbres, bien sûr, le lien avec le paysage est évident. Et aussi pour les clochers de Martinville. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est la première fois que le héros narrateur a vraiment le besoin d'écrire. Donc c'est sa première tentative d'écriture. Il est en train de rentrer chez lui avec le docteur Percepied sur sa calèche et tout ça. Il voit les 3 clochers de Martinville qui sont en train de jouer à cache-cache, les 3 clochers. Donc bien sûr, c'est lui qui se déplace sur sa calèche, mais lui, il voit la chose différemment. Et donc, les 3 clochers de Martinville se trouvent dans la fiction proustienne, dans les alentours de Cambrai, mais en réalité, on sait, et donc ça aussi c'est un autre lien important pour moi, vu qu'aujourd'hui je vous présente la Normandie, que les 3 clochers de Martinville font référence très probablement aux clochers de la ville de Caen, donc en Normandie. Alors, ici, je me suis permis encore une fois de présenter un tableau. Cette fois-ci, c'est des clochers de la ville de Rouen, donc une ville qui a été peinte maintes fois par Monet. Et vous savez peut-être que la ville de Caen est surnommée en France comme la ville aux 100 clochers. Donc voilà. Et donc il y a cette constance, disons, des lieux qui revient et qui est importante. Et je voulais réfléchir aussi, toujours en ce qui concerne les lieux, à la question du souvenir et de la mémoire. Parce que je pense qu'en fait, dans le mot souvenir, on a un verbe de mouvement. Donc, venir. Et le fait de rechercher un souvenir, c'est quand même quelque chose de dynamique. On se déplace dans un espace qui est dans un lieu qui est dans ce cas-là plutôt mental. Et lui, dans cet extrait, il essaye en fait de rechercher l'image des 3 arbres. C'est comme une impression de déjà vu. Il veut la localiser. Encore une fois, quelque chose qui est lié à l'espace. Et donc, il commence cette quête. Vous voyez les 3 arbres qui devaient servir d'entrée. Donc, c'est comme s'il rentrait dans un univers de recherche mentale, parce que ici, c'est des réflexions dans sa tête. On le sait aussi que la recherche, même si je sais que pas tous les Proustiens sont d'accord là-dessus, est considérée comme l'un des romans psychologiques aussi de l'époque, avec par exemple La Coscienza di Zeno, bien sûr d'Italo Svevo, ou alors l'Ulysse de Joyce. On le sait que Joyce était l'autre grand pilier de la littérature de l'époque occidentale, bien sûr. Et on retrouve déjà les idées de Freud. Et ça, c'est vraiment, d'après moi, un exemple de roman, un aspect, disons, psychologique qu'on peut retrouver dans le roman de la recherche. Et cela est représenté par toute cette série de questionnements, de questions qui se posent en continu. Où les avais-je déjà regardés? Fallait-il croire qu'ils venaient d'années déjà si lointaines, entièrement abolis dans ma mémoire? N'appartenaient-ils au contraire à ces paysages du rêve? Donc voilà, encore une fois, la question du rêve, de l'imagination, du songe, et aussi de ce moment de veille entre le sommeil, voilà, et quand on est éveillé. Voilà, donc l'objectivation de mon sommeil, de l'effort que je faisais pendant la veille. Et ça continue parce que vraiment, c'est un passage qui est très riche en questionnement et en réflexion. N'était-il qu'une image toute nouvelle détachée d'un rêve, ou bien ne les avais-je jamais vus et cachait-il derrière eux un sens aussi obscur, une fatigue de ma vision? Bien, alors, à la fin, je ne sais pas si vous l'avez compris, le passage continue. Moi, j'ai choisi juste une partie, en fait, de l'extrait, sinon c'est beaucoup plus long. Et à la fin, il n'y a pas de réponse. Il n'arrive pas vraiment à localiser, à trouver... Mais la chose qui est importante ici, c'est vraiment le mécanisme. Et cette sensation de dynamisme, on la retrouve aussi dans la peinture impressionniste, mais on la retrouve aussi dans le titre de l'œuvre. Donc, Jean-Yves Tadier s'était penché sur la question. Il avait souligné que le titre de la recherche n'est pas « La recherche du temps perdu », mais « À la recherche du temps perdu ». Donc avec cette préposition « à » au début, tout change.
la recherche du temps perdu serait quelque chose de plus statique, à la recherche, ça invite vraiment à quelque chose de dynamique, à une quête. Et donc, c'est ça, moi je pense que vraiment, quand on dit que Proust c'est lent ou c'est statique, oui peut-être parfois, mais il y a aussi des moments qui sont hyper rapides. Moi je pense, surtout par exemple, moi j'aime bien à la toute fin, dans le temps retrouvé, quand on découvre que les deux côtés sont unis, et c'est là surtout à travers la figure de Mademoiselle de Saint-Lô, par exemple. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très dynamique, de très rapide, parce que ça fait lien entre le premier volume et le dernier, comme ça, d'un seul coup. Et donc, on arrive à la fin. Ici, je voulais en fait m'attarder juste un moment sur la toute dernière partie. Dans le premier extrait, on avait vu une allusion, une référence au mythe classique, donc à la Grèce antique. Ici, on a plutôt des traditions celtiques ou alors nordiques, qu'on retrouve aussi de temps en temps chez Proust, c'est pas nouveau, surtout en ce qui concerne le pays végétal, les arbres. Et donc on dit à la fin, donc déjà je voulais, ça aussi c'est intéressant, cependant il venait vers moi. Alors ici, moi, encore cette idée de mouvement, comme les clochers qui jouaient à cache-cache, donc, alors que encore une fois celui qui se déplace, c'est pas les arbres bien sûr dans la réalité. Et j'aime bien aussi parce que pour moi c'est aussi une référence, ou alors moi je pense tout de suite bien sûr à William Shakespeare, bien sûr Macbeth, donc le bois qui se déplace, qui bouge, et tout de suite après on a les sorcières, donc Macbeth peut être bien présent là, donc ronde de sorcières ou de Nornes. Alors les Nornes c'est une référence à des divinités nordiques qui s'occupaient en fait du destin, de la vie. On a aussi bien sûr on peut dire les mêmes figures aussi dans la mythologie classique latine et grecque, comme les parcs, voilà. Et donc c'est vraiment cette conclusion un peu mystérieuse de cet extrait. Donc je termine en disant que moi j'ai voulu en fait choisir ces deux extraits parce que on retrouve ici des thématiques qui sont vraiment majeures de ce volume, donc de Jeunes filles en fleurs, mais en même temps des thématiques qui sont aussi transversales, qu'on peut retrouver un peu partout tout au long du roman, et surtout parce que j'ai pu vous présenter le paysage normand et la peinture, deux sujets que j'apprécie beaucoup dans l'œuvre de Proust. Voilà, merci. Alors, on arrive vers la conclusion de cette rencontre parce que le temps est tyran, justement, mais c'est bien Proust qui a décidé d'intituler son livre à la recherche du temps perdu. Et disons que la partie de cette conférence d'Emilio Campagnoli me permettra donc d'arriver à cette apparition des jeunes filles en fleurs dont on a parlé au début, mais qu'on avait un petit peu oublié. C'est souvent comme ça, on oublie des choses, c'est Proust, et tout à coup, voilà, on retrouve les jeunes filles. Donc je vous propose d'écouter un dernier morceau, un dernier extrait que je vais commenter, et pour arriver à une conclusion qui sera un petit passage par la physique, parce qu'on a parlé de temps, on a parlé de lieu et d'espace. Eh bien, il faut parler aussi de physique, parce que Proust était, en quelque sorte, les idées de Proust sur le temps et sur le lieu ont des relations étroites avec un certain Einstein. Et donc, c'est sûr. Bon, on va d'abord écouter les jeunes filles. Les paroles qui s'échangeaient entre les jeunes filles de la petite bande et moi étaient peu intéressantes, rares d'ailleurs, coupées de ma part de longs silences. Cela ne m'empêchait pas de prendre à les écouter quand elles me parlaient autant de plaisir qu'à les regarder, à découvrir de la voix de chacune d'elles un tableau vivement coloré. C'est avec délice que j'écoutais leur pépiement. Aimer est à discerner, à différencier. Dans un bois, l'amateur d'oiseaux distingue aussitôt ces gazouillis particuliers à chaque oiseau, que le vulgaire confond. L'amateur de jeunes filles et ceux qu'elles voient humaines sont encore bien plus variés. Chacune possède plus de notes que le plus riche instrument. Et les combinaisons selon lesquelles les groupes sont si inépuisables que l'infinie variété des personnalités.
Quand je causais avec une de mes amies, je m'apercevais que le tableau original, unique et son individualité, m'était ingénieusement dessiné, techniquement imposé, aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage, et que c'était deux spectacles qui traduisaient, chacun dans son plan, la même réalité singulière. Sans doute, les lignes de la voix, comme celles du visage, n'étaient pas encore définitivement fixées. La première me reste encore, comme le second changerait. Comme les enfants possèdent une glande de la liqueur les aide à digérer le lait, et qui n'existe plus chez les grandes personnes, il y avait dans les gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes non plus. De certains instruments plus variés, elles jouaient avec leurs lèvres, avec cette application, cette ardeur des petits musiciens du Bellini, lesquels sont ainsi un apanage exclusif de la jeunesse. Plus tard, ces jeunes filles perdraient cet accent des convictions enthousiastes qui donnaient du charme aux choses les plus simples, soit qu'Albertine, sur un ton d'autorité, débitait des calembours que les plus gens écoutaient avec admiration, jusqu'à ce que le fou rire se saisit d'elle avec la violence irrésistible d'un éternel humain. Soit qu'André imitait parler de leurs travaux scolaires, plus infantil encore que leurs joues, une gravité essentiellement puérile. Et leurs paroles détonnaient, pareilles à ces strophes des temps antiques où la poésie, un cœur pour différencier de la musique, se déclamait sur des notes différentes. Vous l'avez entendu, c'est l'apparition de cette petite bande de jeunes filles en fleurs, avec cette hésitation notoire entre la singularité, on peut dire, et la multiplicité. Proust est sensible à cette beauté, comme je l'ai mis à l'écran, fluide, collective et mobile. On a l'impression de voir une nébuleuse. Et effectivement, les jeunes filles se confondent l'une dans l'autre. Composantes, on peut dire, les jeunes filles sont un ensemble hétérogène et toutefois homogène à cause de cette idée de modernité. Ce sont des jeunes filles sportives. Il y a une qui porte un polo noir, il y a une autre qui a un vélo. Et je vous disais, combien de jeunes filles forment cette bande? C'est une question sans réponse. On a des noms qui arrivent par la suite, André, Albertine notamment, d'autres amis, mais cette indécision, cette hésitation qui est aussi l'hésitation du romancier qui a beaucoup travaillé sur ces parties, sur ces brouillons, et devient en quelque sorte consubstantielle à cette esthétique impressionniste, favorisée évidemment par l'éclat du soleil et de la mer. Et vous avez peut-être entendu, reconnu deux métaphores filées, je dirais mieux deux isotopies, mais c'est un terme un peu pour les spécialistes, qui semblent structurer la beauté féminine. D'un côté, la musique, qui s'appuie notamment sur la relation entre la voix féminine, le ton, les tessitures, avec une relation étroite avec la musique. Donc on a entendu quelques morceaux de musique tout à l'heure. Et les silences aussi, les silences est un élément musical très important. Et de l'autre côté, encore une fois, la peinture. Le passage est aussi exemplaire. Là, à l'écran, vous avez quelques photos. D'abord, la couverture, en effet, de l'édition Folio, qui est l'une des plus répandues du volume. Et l'autre image, c'est tiré du film, en effet, d'un téléfilm de Nina Companese, qu'elle a réalisé pour la télévision française, et qui est consacré en particulier au tome de Jeunes filles en fleurs. Vous pouvez facilement le trouver sur Internet, désormais. Donc, c'est aussi une invitation à le découvrir en vidéo. Je vous disais que Proust est exemplaire aussi en ce qui concerne le traitement du ton. Et c'est sur cet aspect que je voudrais terminer, en effet, parce que Proust semble inscrire au fil de ses phrases l'inscription du passage du ton, ce qui permet justement ce processus de connaissance, voir et savoir, qui vient après, d'individuation, en quelque sorte, qui s'est fait peu à peu et qui est destiné à évoluer, je dirais, dans le ton. En particulier, il y a des références au monde, on peut dire, animal. On parle de gazouillis, on parle de pépillements. L'amateur est capable de reconnaître le cri de chaque animal. Et notez l'amateur, d'un point de vue étymologique, c'est celui qui aime. Donc c'est le verbe aimer, donc c'est lié encore une fois à la jeunesse, à l'amour. Et c'est l'amour qui nous permet de discerner, de différencier, nous dit Proust. Les combinaisons infinies de la voix, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, en effet, comme chercheur, se reflètent en quelque sorte dans l'infinie variété des personnalités. Chaque personnage chez Proust est destiné à évoluer continuellement. Chaque personnage est un être de fuite,
Albertine est l'être des fuites par excellence, en effet. Et exactement comme le ton de la voix d'une personne, le ton d'une jeune fille qui est destinée à changer lorsque cette jeune fille deviendra adulte. Et en particulier, je voudrais m'arrêter sur un passage, la conclusion. Leurs paroles détonnées, pareilles à ces strophes des temps antiques où la poésie, encore peu différenciée de la musique, se déclamait sur des notes différentes. Notez que Proust est très très sensible à quelque chose de très menu, je dirais. La musique, la poésie chantée, voilà, du passé, il est capable de dire que dans les silences d'une lecture enchantée du passé, il entend le passage du temps. Et il y a un passage célèbre que j'avais mis peut-être ici, qui est tiré de Sur la lecture. Il parle de l'évangile, l'évangile donc qui était chanté en particulier à l'époque. Rencontrant les deux points qui l'interrompent avec chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants. C'est tout à fait remarquable et exemplaire dans le traitement du ton chez Proust. Proust est sensible aussi à l'effet déroutant du passé. C'est en effet une interpolation du passé dans le présent. C'est quelque chose qui relève aussi d'un trouble, je dirais, exactement comme la lanterne magique de Geneviève de Brabant, de Gollot. C'est une expérience déroutante chaque fois que le passé fait son intrusion dans le présent. Mais notez, et j'arrive à ma conclusion, dans ce volume en général, puisque c'est aussi une invitation à la découverte, on a l'impression d'être toujours en attente. L'expérience de la lecture est partagée avec l'attente, on peut dire, de ce héros. En effet, le lecteur reste en attente, il se demande en quelque sorte dans quelle voie s'engagera ce jeune homme paresseux, esthète, qui aime la peinture, qui fréquente l'atelier de cire, quelle tournure vont prendre ses amours hésitantes, etc. Et puisque c'est une invitation à la lecture, je voudrais dire un mot sur la conclusion du volume. Je vous disais, c'est un volume assez serein en général, probablement le plus serein de toute la recherche, parce qu'après il y aura la découverte de l'homosexualité, de la fausseté des personnes, la guerre aussi. Et les jeunes filles, c'est évidemment le tome le plus serein, mais la conclusion, encore une fois, est surprenante. Je dirais en clair-obscur. J'avais commencé ma conférence en vous parlant de cette hésitation entre clarté et obscurité. Parce que le narrateur insiste toujours sur ce décalage dont on a parlé, dont Émile a parlé tout à l'heure. Il attendait en pays des brumes, en pays des tempêtes, alors que le beau temps est toujours là, bien présent. Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, les jours d'été qu'elle découvrait semblaient aussi morts, aussi immémoriales qu'une somptueuse et millénaire momie. Notez, les jours d'été est comparé à une momie d'or, embaumée dans sa robe d'or. Alors c'est une image assez surprenante, ce sont les derniers mots du volume, qui font appel, je dirais, à nous en tant que lecteurs de ce volume, à nous en tant que lecteurs de Proust, et comme si ce passé était désormais figé, complètement stérilisé, je dirais. Il y a des images semblables dans les temps retrouvés, Odette, par exemple, qui arrive tout d'un coup et qui est comparée à une rose stérilisée, parce qu'elle a été figée dans le temps. Et on a parlé de lieu, on a parlé du temps, et évidemment, la physique moderne, la physique de la relativité a beaucoup réfléchi là-dessus. Et en particulier, moi j'ai découvert, je dirais assez récemment, que l'un des Proustiens les plus intéressants est un physicien, c'est-à-dire Carlo Rovelli. Alors Carlo Rovelli, vous le connaissez, je crois, toutes et tous. Eh bien, dans l'Ordine del Tempo, il a consacré un chapitre à Marcel Proust. Et voilà ce qu'il dit. Là dentro, nel cervello, in quei pochi centimetri cubi di materia grigia, Proust trova uno spazio sconfinato, una folla inverosimile di dettagli, profumi, considerazioni, sensazioni, riflessioni, rielaborazioni, colori, oggetti, nomi, sguardi, emozioni, tutto dentro le pieghe del cervello, fra le due orecchie di Marcel.
Questo è il fluire del tempo di cui abbiamo esperienza. È lì dentro che sta annidato, dentro di noi, nella presenza così cruciale delle tracce del passato nei nostri neuroni. C'est une remarque assez surprenante, mais complètement correcte, que j'utilise aussi pour commenter la page sur la Madeleine avec mes étudiants. Et puisque les temps des vacances de Pâques, je puis me consacrer à quelques lectures, voilà ce qu'on trouve dans le dernier volume de Carlo Rovelli, Buchi Bianchi, donc notez, c'est quelque chose de très, très précis concernant donc l'évolution des bouquets neri, voilà, des trous noirs, et Rovelli, encore une fois, parle en tant que spécialiste de physique, mais en tant aussi qu'amateur de littérature et d'art. Il parle en particulier des Dantes, mais ce qu'il dit sur l'analogie, on pourrait bien l'appliquer a Marcel Proust. Il pensiero scientifico, dice, fa buon uso della rigidità logica e matematica, ma questa è solo una delle due gambe che l'ha portato al successo. L'altra è la creatività, liberata dall'evoluzione continua della sua struttura concettuale, e questa si nutre di analogie e ricombinazioni. Analogie, récomposition. Ce sont deux mots typiquement proustiens, on peut dire, qu'on peut bien utiliser pour terminer cette conversation. Et ce Proust, et l'analogie donc est le fondement sur lequel Rovelli réfléchit sur cette possibilité de communication entre la science et la science dure, parce que c'est bien la physique dont il est l'un des représentants, meilleurs représentants de ce moment, et l'art, la letteratura. Così funziona la scienza migliore, così funziona, credo, anche l'arte migliore. Des affirmations que Proust souscrirait sans aucun doute. Bonne lecture. Alors, je tiens à remercier Emilio, Davide et Lorenzo Delfino, Lorenzo Parasileno. On n'a plus le temps pour des questions. Je suis vraiment désolée, mais merci encore pour cette magnifique communication.